Allez, c'est parti pour... Vous allez me traiter de fou. On va reparler de Ragnir, reparler de Loki, et surtout, reparler de Ragnir. Qui est Ragnir? The Strongest. Les chevaliers divins sont la faiblesse. C'est tout le monde. Tout le monde peut donner une définition à Ragnir. Certains diront c'est un écureuil. Certains diront une arme, un marteau, un personnage, une entité, un être, une créature, un monstre. Mais tout le monde aura la même conclusion. Ragnir is the strongest. d'Im-Sama. Et je vous avais dit depuis qu'elle a débarqué sur Elbaf que je la voyais mourir sur l'île des géants. Et avec le développement de la puissance colossale de Loki... La puissance colossale de Loki avec Ragnir. Qui es-tu, Ragnir? Je suis the strongest. Et l'explication de la marque des abysses et de son impact sur celle qui gouverne le monde depuis plus de 800 ans, on a tous les ingrédients pour voir la fin d'Im-Sama sur Elbaf. Dans cette vidéo, on va également parler de techniques narratives des Shiroda qui nous transforment comme par magie un amnésique avéré en menteur. Est-ce que cela va avoir un impact sur... Menteur, ouais, bon, tu peux dire que de fait, c'est un menteur, mais bon, moi je le verrais plus comme un acteur, hein, je mets une petite nuance. Un acteur au service de Loki et de Ragnir. Un acteur au service du strongest. Sur ma théorie qui dit que Harald est potentiellement l'homme... Vous savez pourquoi Ragnir c'est the strongest? Quand Loki se lève et qu'il met le coup de marteau à l'arbre et qu'après t'as la foudre et tout, qui ramène la foudre? Loki ou Ragnir? Qui ramène la foudre? Qui ramène la foudre? Non mais tu comprends pas? C'est Loki qui ramène la foudre, ah bon? Loki ramène la foudre avec son fruit? Alors qu'il a enchaîné avec du Great Marin. T'es sûr? The strongest. À la brûlure, oui, et je vais tout vous expliquer. Et à la fin de la vidéo, on n'aura pas une théorie, mais une thèse. Est-ce que la société prive ses membres de liberté? Eh bien, vous allez voir que le discours d'Im-Sama va dans le même sens que celui de Nietzsche et que c'est... Est-ce que la société prive ses membres de liberté? Ok, bon bah écoutez, on va parler philosophie un petit peu. Hyper important. Philosophons. Pour la suite de l'histoire, n'hésite pas à me laisser ton meilleur commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait et à liker et booster cette vidéo. Je vous préviens qu'après... Ceux qui ont passé le bac, vous avez eu combien, ça m'intéresse, au bac de philo, à l'épreuve de philo? Dites-moi tout. Cette vidéo, vous ne verrez plus jamais One Piece comme avant. Ah, le gamin. Et je vais pas vous dire que l'île d'Elbaf est un dé. Voilà. Quel gamin. 15, 10, 17, 8, 3. T'as eu 3 en philo? T'as chié sur ta feuille ou quoi, frérot? Comment ça, 3? T'as rendu quoi sur ta copie? Mais t'as insulté le correcteur ou quoi? T'es un malade mental. Mais 3, c'est quand t'as fait l'effort de rendre une copie, on te met 3. On va bien sûr parler de l'homme à la brûlure et des éléments de ce chapitre, mais avant ça, je voulais vous dire que je suis déçu de la révélation qui nous est faite concernant la responsabilité de la mort d'Harald. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs incohérences à ce niveau-là, et on a la réponse enfin dans ce chapitre. La réponse, quand Loki dit « je vais porter le chapeau pour le meurtre d'Harald », dit à l'intégralité du peuple d'Elbaf que c'est de ma faute, etc. Et moi, Goat, Jarl. Goat. Pic, caractère, pic, fiction, pic, acteur, pic. Il est dans la grande lignée. Pour moi, les deux révélations en termes de personnages dans l'arc, je vous jure, je vous mens pas. Jarl et Ragnir. Je vous jure, je vous mens pas. Attends, mais Loki, évidemment, mais Loki... Vas-y, si je mets pas Loki dedans, ils vont faire semblant. Les trois, Loki, Jarl, Ragnir. Voilà, parce que si je mets pas Loki, on a... Jarl, Loki, Ragnir. Les trois goats d'Elbaf, de très loin. Gaban, on compte pas, Gaban, il est hors catégorie, Gaban. j'avais pointé du doigt qu'on allait avoir une incohérence et très certainement un coup tiré du chapeau pour sortir un petit peu de cet angle mort. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis déçu au niveau de la technique. Quand on a une révélation, elle doit correspondre à une intrigue. Et pour... Tu te changes en anti-Loki ou je suis fou? Mais comment ça? À quelle heure je suis un anti-Loki? Au contraire, c'est moi, contrairement à beaucoup, qui l'ai respecté en ne voulant pas qu'on lui attribue le fruit du Fenrir. Et oh, comme c'est bizarre, il vole. Bizarre. L'écureuil, c'est le meilleur pote de Loki. L'écureuil est mon goat. Je peux pas être un anti-Loki. Pour avoir une bonne révélation, il faut que... Non, c'est en vrai, c'est compatible. En vrai, tu peux être pro un tel et chier sur son ami. En vrai, ça marche pas. Mais bon, peu importe, c'est mon gars Loki, donc y a pas de problème.
Dans ton intrigue, tu es déjà sous les yeux des éléments de résolution parce que quand tu vas avoir la réponse à la question, tu dis mince, j'aurais pu le trouver de moi-même, j'avais les éléments sous mes yeux, c'est bien fait par l'auteur, il a réussi à me piéger. C'est ça un petit peu le jeu entre un lecteur et son auteur. Mais ici, il n'en est rien puisque Oda nous a tout simplement menti. On n'avait aucun Ah non, Oda nous a pas menti. Oda a fait en sorte que son personnage soit un bon acteur. Nuance. sous les yeux pouvant amener que des personnages allaient mentir. Tu penses quoi de Ener? Je vous jure, je peux pas passer un jour sans qu'on me demande ce que je pense du retour d'Ener alors que j'en ai strictement et foutrement rien à foutre. Je réponds enfin à la question qu'on me pose depuis des années, j'en ai strictement et foutrement rien à foutre. Actuellement, je parle de Loki, je parle de l'écureuil Ragnir de Strongest, on me parle d'Ener, j'en ai rien à foutre. J'ai mon bas les steaks de... Non, je rigole, non, mais on verra. Ça me fait toujours plaisir de voir un Hanta revenir. Ça me fait toujours plaisir, y a pas de problème. Et on va voir tout ça ensemble dans le détail. Déjà, à la base, il devait y avoir qu'un seul témoin de la bataille entre Loki et son père. Et ce témoin était Jarl. Mais ce témoin avait un handicap. Il était amnésique. Et pour prouver au niveau du dessin, la pertinence Pic. Non, franchement, le personnage de Jarl, parfaitement écrit. de cet handicap, on a mis une épée dans son crâne pour expliquer qu'il ne pouvait pas se souvenir de la confrontation entre Loki et Harald. Ce seul élément obligeait Oda à nous trouver une excuse convaincante pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce que l'intégralité de la population d'Elbaf accusait Loki. Ça dépend ce que t'entends par excuse, mais pour moi, c'est pas une excuse. C'est simplement la raison factuelle. Pour moi, le fait que Jarl soit un acteur, c'est pas du bricolage d'Oda. Pour moi, c'est simplement comme ça qu'il a été écrit, Jarl. Il a pas bricolé. Puis le flashback s'est déroulé et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de témoins, notamment Scopper Gaban Il a jamais mentionné qu'il était amnésique, j'ai vérifié. et Shanks, le ministre de l'amour, et Shanks est l'homme bon qui est là pour guider Luffy vers le One Piece. Ces deux personnages étaient une gêne à la cohérence puisqu'ils étaient au courant du fait que Harald a été manipulé par le gouvernement mondial et que donc Loki n'était pas responsable de la mort de son père, bien qu'il ait mis fin à ses jours. Dans ce chapitre, on apprend en plus qu'il y avait des gardes, des soldats d'Elbaf qui étaient vifs. Et tout le monde est parti. Non, pic. Non, incroyable. Oda, il a parfaitement joué son rôle d'auteur. Il y avait des mecs qui étaient là. Shanks et Gaban sont des tombes. Jarl est un très bon acteur. Les autres sont partis avec Loki. Incroyable. Pic. Fiction. Loki part avec eux sur la mer, des gardes qui avaient très certainement des familles, des amis, etc. Et aucun membre de la communauté d'Elbaf s'est dit il y a un problème, il y a quand même des gardes qui ont disparu, qui ne font pas partie des cadavres qu'on voit sur le sol, donc il y a peut-être des gens qui sont témoins de cette confrontation. Et là, on a la réponse à toutes ces incohérences par le fait que Jarl est menti. Pic. Jamais été amnésique, l'épée qui lui a traversé le crâne n'a jamais joué sur sa mémoire et on n'avait aucun élément sous les yeux qui ne pouvait nous faire imaginer le contraire. Oda a fait mentir des personnages pour rendre cette histoire cohérente et c'est flagrant. Et c'est normal du coup. Flagrant que ce n'était pas quelque chose d'anticipé puisqu'il n'y a aucun élément le doute sur la parole de Jarl et son amnésie. Jusqu'à aujourd'hui où Loki en une seule case tente de nous expliquer, et ça Oda l'a dessiné uniquement pour être cohérent, que c'était sa propre volonté, que l'intégralité du peuple d'Elbaf l'accuse. Encore une fois, on a une intrigue sur Elbaf qui est due à un quiproquo. D'ailleurs, on a une scène hyper intéressante dans ce chapitre qui est pour moi un aveu de faiblesse de la part d'Eshiroda et qui veut rendre le mensonge de Jarl rétroactif. En effet, il a dessiné une scène où on voit Agent Ah oui, ops, ils n'ont pas menti. Qui a tué Harald? Loki, effectivement. Oui. Oui. Qui a tué Harald? Loki. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont simplement pas expliqué tous les tenants et aboutissants. Mais ils n'ont pas menti. Rudin en train d'expliquer « Ah tiens, c'est pour ça que Jarl t'a toujours protégé et qui s'est opposé à la condamnation de mise à mort de Loki. Mais j'ai regardé tous les chapitres depuis le début d'Elbaf, on n'a jamais une phrase ou un indice concernant le fait que Jarl ait protégé Loki depuis le début de En ne racontant pas la vérité, il le protège de fait.
Normalement. Enfin, en tout cas, il le protège ou il protège la volonté de Loki. Après, peut-être qu'il a évité une condamnation à mort. On n'a pas non plus tous les éléments. Quel Mais en fait, pour moi, il y a un problème que si on part du principe qu'Oda a bricolé, qu'Oda a fait du bricolage vis-à-vis de Jarl. Mais pour moi, c'est simplement la raison factuelle. Enfin, je vois pas pourquoi Oda. Donc, ça sous-entendrait qu'Oda aurait modifié le projet, enfin, aurait modifié le scénario par rapport à Loki. Enfin, je vois pas trop le truc. baf En fait, je vois pas de problème, si vous voulez. nous crée ce souvenir de manière rétroactive pour nous faire croire que cette idée est implantée depuis le début. Non, il fallait avoir la vision comme moi avec Karl. Je vous l'ai dit. Et là, on ne peut pas me dire que je raconte n'importe quoi. Des semaines et des semaines, il y a même une émote Charles. Qui fait une émote Charles dans un chat? Qui? Personne. Parce que personne l'a calculé. Il fallait avoir la vision. Et maintenant, tout le monde est dans l'incompréhension. Tout le monde dit là, mais putain, mais comment ça se fait? Comment il peut être aussi grotesque? Parce que il fallait comprendre. Dans le personnage de Jarl et qui joue un double jeu, mimant l'amnésie mais Le GOAT. protégeant Loki. Alors voilà, c'est pas problématique en soi, mais c'est en train de rompre la suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire qu'on avait confiance pour que Oda fasse des constructions sur ces différentes intrigues et des éléments de résolution Oui, mais qui je comprends restent. Je comprends son propos, sauf qu'en fait, il y a une différence. Pourquoi? On a un exemple, Sengoku. Sengoku, il a menti à tout le monde. Sengoku, tout le monde est parti du principe qu'on devait avoir confiance en lui car il est à huis clos et donc en fait, il n'a pas d'intérêt à mentir. Le problème étant que cet alcoolique drogué de Sengoku a menti. Tout le monde se trompe, tout le monde est énervé à cause de lui. Sauf que Jarl, il avait un intérêt à mentir, s'il a menti, il avait un intérêt, ou en tout cas à ne pas tout raconter, ou à ne pas dire la vérité, c'était par rapport à Loki. Donc pour le cas de Sengoku, je comprends le reproche, et moi-même, je lui en ai fait le reproche pendant des semaines et des semaines. Mais pour Jarl, c'est pique. Vous captez un petit peu ce que je dis? Cohérent, on voit ici que Oda peut passer sous la trappe et interagir avec les éléments qui nous avait donné pour pouvoir faire entrer l'intégralité de son histoire dans quelque chose de cohérent. Une fois que c'est dit, passons à autre chose. On va maintenant parler de la théorie est-ce que Harald est l'homme à la brûlure et vous allez voir qu'on a une analyse assez intéressante à ce sujet. Bon, dans ce chapitre, j'ai clairement vu des éléments qui allaient dans le sens de ma théorie qui dit que Harald est l'homme à la brûlure et il y a aussi des éléments qui prouvent que c'est absolument pas le cas. On va donc analyser tout ça. Le premier élément, c'est qu'on se focus strictement sur l'impact qu'a la mort ou la disparition d'Harald sur Imsama. On la voit un petit peu souffrir. Il va y avoir plusieurs analyses et interprétations au niveau de cette souffrance, mais ça montre quand même que le lien est définitivement rompu entre Imsama et Harald et c'est un petit peu le petit caillou que j'avais dans la chaussure. Si Harald est encore vivant, pourquoi est-ce que Imsama ne le contrôle pas pour prendre possession des guerriers d'Elbaf qui sont les guerriers les plus puissants? Donc ce lien est coupé. Je n'ai plus ce caillou dans ma chaussure. Il y a même un membre du Gorosei qui parle de récupérer la marque des habits, ce qui me fait penser que le corps d'Harald en lui-même n'a pas complètement disparu. Mais il y a d'autres éléments qui me poussent à penser qu'Harald est encore vivant et que c'est l'homme à la brûlure. Déjà, une réponse qui n'est pas donnée dans ce chapitre. Skopper-Gaban et Shanks savent qu'Harald était coupable, qu'il est devenu un démon, qu'il est devenu mauvais et que Loki était dans l'obligation de tuer son père et pourtant ils n'en ont pas parlé à l'intégralité du peuple d'Elbaf, laissant Loki comme seul et unique coupable de la mort du roi d'Elbaf. Eh bien je me dis que s'ils gardent le secret, c'est très certainement qu'ils savent qu'Harald est encore vivant et qu'ils pensent que la meilleure solution pour le peuple d'Elbaf est qu'Imsama pense que son garde, Harald, le chevalier divin, est mort et c'est pour ça qu'ils gardent le secret. Ça rend l'histoire... Pour moi, l'homme à la cicatrice de feu, c'est ni Harald ni Gaban. Moi, ça peut pas être Gaban. C'est pas fou dans la mesure où, vas-y, on le connaît Gaban depuis le début de l'arc. Il y a plus d'intérêt à avoir un personnage beaucoup plus gris, entre guillemets, pour reprendre le terme que beaucoup utilisent. Je préfère un personnage différent. Tu vois, un mec qui a des intentions qu'on ignore actuellement. On ne connaît pas ses fréquentations, on ne connaît pas ses idéaux, on ne sait pas ce qu'il vaut, on ne sait pas ce qu'il veut. J'ai vraiment pas envie que ce soit Gaban. Maintenant, peut-être que je me trompe. Et moi, je préférais largement qu'on ait quelqu'un d'autre d'un point de vue scénaristique. Pareil pour Harald. Cohérente. Ça, c'est ce que j'aurais dit si Jarl aurait vraiment été amnésique. Mais c'est absolument pas le cas. Loki l'a dit noir sur blanc. Dans ce chapitre, il a demandé à tout le monde de garder le secret. Ce point n'est donc pas valide. Donc, c'est un argument dans le sens que Harald est mort et que ce n'est donc... C'est ça, un nouveau personnage, exactement, oui, oui.
Pas Enfin, sauf si j'ai pas été clair, mais ouais. l'homme à la brûlure. Il y a aussi cette attaque de Loki, cette attaque qui enferme, emprisonne dans la glace. Je vous l'avais déjà dit, Xebec voulait que Harald mange le fruit légendaire d'Elbaf pour libérer la Galée et la compagnie qui est Il très débite, certainement il débite. Abelkazar emprisonné dans la glace. Donc, Comment il a débité? ce pouvoir permet d'emprisonner et de libérer des gens dans la glace. On a là un parfait alibi. Loki aurait enfermé Harald dans la glace en attendant de trouver une solution pour un petit peu savoir ce qu'on va faire d'Harald sans que Imu puisse mettre la main dessus. Voilà, après j'ai pas envie de forcer, mais au niveau de la mise en scène, je trouve ça quand même assez intriguant qu'on ne voit pas le visage d'Harald, qu'il soit caché sous le manteau de Loki. Je comprends la symbolique et le respect derrière, mais je me dis qu'il y a quand même des petites chances d'avoir un secret derrière cette mort. On ne voit pas son cadavre, on ne voit pas s'il est brûlé, on ne voit pas si ça peut potentiellement devenir dans le futur l'homme à la brûlure. On a cette scène, on va la prendre pour acquise. Moi j'étais très content de vous partager cette théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous pensez qu'elle a encore un sens, bienvenue dans le club, et si vous pensez que c'est mort, passons directement à autre chose. Non, je rigole, faut quand même que je réponde à certains commentaires que j'ai reçus concernant l'homme à la brûlure. Il va régler ses comptes là. Alors j'entends les Il va chier un petit peu sur les gens qui ne croient pas en sa théorie. Écoutons les commentaires et écoutons les réponses. arguments, beaucoup me disent non, mais c'est l'homme à la brûlure, c'est pas le géant à la brûlure. Ok, d'accord, alors on va faire une analyse un peu des surnoms qu'on a sur les différents pirates. Est-ce que Nami est une chatte voleuse? Ah, le gamin. Non. C'est une humaine. Est-ce que Zoro, le chasseur de pirates, a déjà chassé un pirate en s'invitant? Ah, le gamin. Non, je ne crois pas non plus. On ne peut pas regarder le surnom d'un pirate premier degré sans servir en argument pour discréditer une théorie. Et il y a aussi un autre argument. Est-ce que Kuma le tyran est un tyran? On peut continuer. Est-ce que Doflamingo le démon céleste est un démon? Je les connais par cœur, par ordre alphabétique. Hein. C'est que Non, de mon point de vue, voilà, c'est pas l'homme à la balafre. Les gens savent même pas c'est qui, donc ils l'appellent l'homme. C'est pas vraiment... c'est pas un contre-argument valable de mon point de vue. Donc là, il a raison. Les exemples utilisés sont drôles, mais bon... À partir du moment où tu ne connais pas l'origine du mec, tu sais pas si c'est un géant, un mix, donc tu pars du principe que c'est un homme. Oda a omis de nous mettre une partie importante du flashback, c'est-à-dire la confrontation entre Loki et Shanks. Pourquoi est-ce qu'il y a 6 ans, Shanks a décidé d'emprisonner Loki et de l'attacher directement sur un arbre? Si Oda a décidé de ne pas nous faire cette révélation maintenant, c'est qu'elle est très certainement intéressante pour une autre intrigue. Et comme Eiichiro Oda a dit que l'homme à la brûlure allait apparaître en 2026, alors je pense que on aura la réponse. Ça débite, c'est Eminem là. Pourquoi du combat entre Shanks et Loki à la fin de l'année, au moment donné où on aura la révélation sur l'homme à la brûlure qui est, je vous le donne en mille, Harald. Alors voilà pourquoi est-ce que je vous ai présenté l'importance de la suspension consentie de l'incrédulité. Parce que là, Oda a transformé un personnage amnésique avec une épée dans le cerveau. Mais pour moi, c'est du Oda. Le truc de Jarl, moi, ça ne me choque pas. Parce que 1, j'avais la vision par rapport à Jarl, et 2, c'est typiquement du Oda. C'est typiquement un truc qu'il aurait pu faire, donc moi, ça ne me choque pas du tout. En menteur sans nous apporter aucune preuve dans le récit, alors il peut bien nous mentir sur la mort d'Harald, surtout qu'on... Oui, il peut nous mentir maintenant. Est-ce que c'est le cas? C'est pas mon avis, mais le fait est que c'est une option. Son Même si bon, la mise en scène nous fait comprendre le contraire. Visage et le de mon point de vue. Transformé ultérieurement en l'homme à la brûlure. S'il s'absout de preuves dans un cas, alors il peut très bien le faire dans l'autre. L'élément qui est hyper important et qu'on apprend également dans ce chapitre, c'est le fait que Im-sama ressent une douleur particulière lorsqu'un chevalier divin meurt, ce qui m'amène à penser qu'on va très certainement se diriger dans la même stratégie pour le méchant final qu'Harry Potter. Je parle bien sûr de Voldemort et des Horcruxes. Il va donc falloir tuer les différents chevaliers divins pour mettre fin leur péter la gueule à la vie d'Im-sama, ce qui ne me pose pas vraiment de problème au niveau de la cohérence et de la structure, mais je pense que ça va être terriblement long si on se tape Im-sama pendant encore 4 ou 5 arcs parce qu'elle arrive à survivre, parce que l'un de ses chevaliers divins est encore vivant. Je ne veux pas de cette fin pour le personnage d'Im-sama, même si je trouve ça particulièrement intéressant qu'on ait enfin un contre-coup au pouvoir d'Im-sama. En effet, elle avait la possibilité de prendre le contrôle de n'importe qui, soit avec le Domi-Reversi, soit avec la marque des abysses, même s'il y a différents niveaux de contrôle sur la marque des abysses. Je trouvais ce pouvoir abusé et je suis très content d'avoir une contrepartie. Mais si Im-sama doit revenir à la vie après chaque arc, parce qu'en fait il reste un peu de son âme dans un des chevaliers divins, ça va me dégoûter du personnage
personnage. La seule chose intéressante, c'est le lien que je peux faire avec cette information et l'interview d'Eiichiro Oda à la fin du Jump Festa. Bah pour moi, ça dépend. Si c'est bien fait, que Imu est un bon anta, qu'on voit enfin le visage, qu'on est vraiment plein d'infos, qu'en termes de pouvoir, c'est bon, et que ça compense avec les chevaliers, si on l'a sur 2-3 arcs, moi, ça me va. 2025, en effet, il nous dit Après, en vrai, en anta, on a quoi? Il nous reste quoi à l'échelle mondiale? Enfin, l'échelle mondiale, c'est un manga de pirate, donc bon, évidemment l'échelle mondiale. Mais on a quoi? On a Barbe Noire, on a Imu, on a qui d'autre? Baggy est un clown, Shanks, c'est le mentor. On a quoi? On a Imu et Cheech, hein. Et j'en oublie un ou pas? Non, je crois bien qu'on en a que deux, hein. Ouais, Cheech et Imu. Ouais, bah c'est bon du coup, ouais, bah ouais. que Il n'y en a pas beaucoup, hein. Shamrock aura un rôle particulier dans la fin de One Piece et notamment avec un lien très particulier avec le One Piece. Et quand on a eu aussi les brouillons de Shamrock et de Garland Figarlang, Oda met en note que ce sont des personnages qui vont être très importants à la fin de One Piece. Donc je Ah oui, et Kobe la relève, évidemment. pense que les deux derniers fragments d'Im-sama qui seront Et carrément, j'ai même pas parlé d'Akainu tellement il est Osef pour moi. Il y a Akainu en amiral en chef tellement pour moi il est Osef. Je l'ai même pas calculé, j'ai préféré parler de Kobe. Waouh! encore en jeu et qui vont amener au climax. Après, tu me diras, il a le niveau du commandant de Barbe Noire. Il a mis 10 jours à battre le commandant de Cheech, Kuzan. Il va faire quoi, Kainu? Il va taper Barbe Noire? Il va lui envoyer son commandant? Stratégique de la mort de ce personnage, ce seront très certainement les deux derniers Figarland, bien sûr de Shamrock et de Garling. Donc, quelque part, Shamrock ou Garling vont interpréter le dernier morceau d'âme d'Im-sama. Et quel adversaire pourrait-il avoir autre que Shanks le Rouge, j'imagine donc Le Grinch originel, El Diablo. bien dans cette bataille finale El que Goto. lorsque Luffy va très certainement affronter Barbe Noire, on aura de son côté Shanks avec bien sûr la révélation de ses réels objectifs qui va affronter son frère ou son père ou même les deux pour combattre, vaincre la dernière parcelle, la dernière partie d'Im-sama qui sera encore de ce monde. Et j'espère qu'à ce moment-là, Shamrock ou Garling prendront le contrôle sur Im-sama et qui pourront se servir de son pouvoir sans succomber à sa personnalité. C'est vraiment le final que je voudrais pour le personnage d'Im-sama. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Sad Boy. Connaissez la grande théorie de Sad Boy? C'est extrêmement bizarre, c'est la première fois que je vois ça dans One Piece. On a le développement d'un personnage incroyablement puissant. Déjà Loki de Et base, n'oublie pas Ragnir, hein. Incroyablement puissant. il est plus fort qu'Harald. Harald qui, je le rappelle, a réussi à tenir tête à Shanks et Skopper-Gaban. Il faisait jeu égal avec Zebek. Zebek qui, pour mourir, a dû avoir la fusion des meilleures attaques de Roger et Garp. C'est tout simplement du jamais vu. Et pour en plus, rajouter la cerise au-dessus du gâteau, tu lui donnes un fruit du démon incroyablement puissant, tellement puissant que Oda il ose même pas encore, nous le décrire. On le voit que off-scène, c'est un fruit du démon légendaire. Parle de Ragnir un peu, là. Capable d'invoquer la foudre et maintenant la glace. Il pourrait aussi, si mes théories sont bonnes, annuler tout simplement la marque des abysses d'Im-sama. Im-sama, en ressentant ça, dit oulala, les géants sont affiliés au dé. Et en plus, ce mec a une arme légendaire. Voilà! L'arme légendaire qui est dans le top 5 des personnages les plus forts du monde. Arme légendaire qui a stoppé les géants depuis plus de 800 ans et les a Il a protégé le fruit pendant des centaines, pendant quasiment un millénaire. Vous savez c'est quoi un millénaire? Pendant un millénaire, il a protégé le fruit. Il a dit, il y a personne qui va le manger. Ils sont venus, hein. Il y a personne qui l'a mangé. Il a dit, j'attends l'élu. Il y a pas un Golemon qui va le manger. C'est bon ou pas? Ils ont voulu, ils ont dit, ah ouais, toi, tu vas nous empêcher d'eux. Ils ont tous fini à la morgue de Strongest. de mettre la main sur un fruit légendaire. C'est une construction que Oda n'avait jamais fait. À mes yeux, Loki là est encore plus puissant qu'Im-sama. En termes de ressenti, Im-sama va se faire botter les fesses. Et pourquoi on a un personnage aussi puissant? C'est impossible qu'il rejoigne les Mugiwara. Les Mugiwara roulent déjà sur tout le monde. Ils ont roulé sur l'équipage de Kaido, ils ont roulé sur le Gorosei. Rouler, attends. L'équipage de Kaido, ils ont failli crever. Rouler entre gros guillemets, attention. Les doyens, oui. Et les doyens, Luffy, easy.
Et maintenant, tu peux pas mettre un personnage aussi puissant dans leur équipe. Quel va être le sort réservé Ouais. à Loki? Ouais, Est-ce ouais. qu'il va se faire lui-même domi-réversi par Im-sama, le transformant en antagoniste de folie, ce qui serait hyper intéressant pour la suite de l'histoire? Ou est-ce qu'on va avoir encore une fois du côté de Luffy quelqu'un qui roule sur tout le monde? D'un côté, Bizarre, hein, tout à l'heure, la vidéo que j'ai réact. Il y en a, il m'a dit, ouais, t'es jamais d'accord avec eux. Et là, quand je suis pas d'accord avec lui, il me dit pas, ah, bizarre, t'es pas d'accord avec lui. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. je me dis c'est abusé. Les gens, hein. De l'autre côté, je suis terriblement excité par le fait que Oda se lâche au niveau plus Non, les doyens, avec du recul, je vous promets, hein, relisez Egghead, mais vous allez câbler. Vous allez câbler. Ils ont vraiment eu du mal à faire le taf, les doyens. Ah, ils ont vraiment galéré, hein. puissant sur un personnage, on s'en fout du world building, des défauts, etc. On est en train de créer le GOAT ultime. J'ai très hâte de savoir la suite. Premier degré, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer là. La thèse de la liberté. Moi, vous me connaissez, je suis assez pointilleux concernant la cohérence, donc je prends avec un réel plaisir l'explication d'Im-sama qui fait qu'elle a pris du temps avant que Harald fasse partie du gouvernement. En effet, celui-ci, depuis une dizaine d'années, il se bat pour s'allier au gouvernement mondial pour une paix dans le monde, mais le gouvernement refuse, alors que Harald, c'est clairement une force de frappe, hein. Im-sama le dit dans son discours, un géant antique comme ça, avec une telle mentalité. En fait, c'est surtout qu'il était immortel. Donc en fait, de base, c'est Harald, avec power-up de Imu et l'immortalité. C'est ça qui en fait quelqu'un d'extrêmement chaud vis-à-vis du camp qu'incarne Imu. Une telle ouverture vers l'extérieur, c'est vraiment La une bêtise opportunité humaine, quoi. pour le gouvernement mondial de La mettre bêtise, la main sur des l'armée géants. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement avait attendu une dizaine d'années? Eh bien là, on a l'explication. Moi, j'avais relevé ce détail depuis pas mal de vidéos et j'avais en commentaire des gens qui me disaient mais non, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est Oda, tu comprends pas, c'est logique. Nanana, 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 nanana. Moi, je pense que tu as tort. Pourquoi tu te plains? Tu devrais pas faire des vidéos. Nanana. Non, moi, je suis comme ça, je suis pointilleux, c'est de ne Ah, pas le fou. apprécier One Piece à sa juste valeur, mais moi, c'est juste que Non, tu as le mérite de poser des questions qui parfois fâchent, mais tant pis si les gens sont fâchés. Il faut avoir de bons contre-arguments. au niveau des standards, j'aime bien qu'on ait de la cohérence et quand Oda en donne comme eh bien dans ce discours, je ne peux qu'apprécier. Je suis en kiff. Je vous dis la vérité, j'aime beaucoup, surtout que ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ça le cœur de mon propos. Dans ce qui nous est présenté dans One Piece, on a tendance à croire que d'un côté, il y a les Dés qui seraient potentiellement les gentils avec Joy Boy, et de l'autre, Im-sama qui représenterait un peu les ténèbres. Mais déjà, le docteur Vegapunk nous a dit dans la Ouais, mais Vegapunk, on l'emmerde. Vegapunk raconte beaucoup de conneries. Vegapunk a donné des armes de destruction massive au diable, donc on l'emmerde. Vegapunk ne parle que pour Vegapunk. Ses propos n'engagent que lui. C'est une merde qui a fait beaucoup de merde et qui a tenté de se rattraper à la fin. Oui, je vous le dis parce que personne ne veut le dire. du siècle oublié, il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants, c'est une question de point de vue, hein, c'est une question de perspective. C'est une question de point de vue pour les cons comme Vegapunk qui racontent de la merde. Oui, je suis pas sûr. Est-ce que le diable c'est le bien? Est-ce que le diable c'est le mal? Waouh, est-ce que les gens qui ont des esclaves c'est le bien ou c'est le mal? Mais va te faire foutre, Vegapunk, on t'emmerde. Quelque part. Eh bien moi, je vais vous en donner une qui est complètement différente de perspective et c'est pas la première fois que j'en parle. Est-ce que le guerrier libérateur c'est le bien ou le mal? Dans cette chaîne, imaginez que finalement, et en plus ça rejoint une expression hein, qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, que Insama est à la base, il y a 800 ans, une réelle volonté de rassembler les peuples, hein, et que cette volonté est bien par vice humain, ou Exactement, Vegapunk suit les subventions. Exactement, Devil. Exactement. ou toute autre évolution, quelle qu'elle soit, est finie par devenir vicieuse. Mais quand tu vois le pouvoir d'Im-sama, aussi bien le demi-réversi que la marque des habits, c'est quand même une volonté de faire adhérer des gens à ta cause. Peut-être de manière superficielle, peut-être de manière démoniaque, mais le pacte, c'est quand même s'assurer que les uns et les autres, on puisse avoir un objectif en commun. Ce qui serait tout l'inverse de la description des dés et donc des géants qui nous est donnée. Est-ce que Monkey D. Dragon, qui sauve des peuples, c'est le bien ou le mal? Ah, ça t'arrange quand t'es parti chez Imu. Bah oui, cette façon de voir les choses t'arrange, hein? Ça te permet de moins culpabiliser le soir. Sale fraude de Vegapunk. Dans ce chapitre, des gens qui seraient plutôt
égoïstes qui ne voudraient pas le bien commun, mais qui seraient plutôt orientés par leur perspective individuelle. Et c'est ce qui définit clairement les pirates, et notamment Monkey D. Luffy, qui veut devenir le roi des pirates, qui par ses actions finalement arrive à fédérer autour de lui, on ne pourra pas lui enlever, mais qui reste quand même défini par une certaine forme d'égoïsme dans la volonté et l'accomplissement de son rêve de vouloir devenir le roi des pirates. Hein. C'est pas un rêve, je veux unir tous les pays, je veux avoir une fédération de paix qui gouverne le monde. Ça reste, même si c'est très mal fait, même si c'est machiavélique, démoniaque, pandémoniomique, ça reste le trait du gouvernement mondial et donc d'Im-sama qui essaye de rassembler les peuples. La division donc entre le gouvernement mondial et les dés serait d'un côté les dés des personnes qui voudraient être individualistes, belliqueuses, on parle des géants antiques qui sont finalement définis comme des alliés des dés, et ceux qui les opposent, le clan d'Im-sama, le clan qui souhaite réunir, le clan qui souhaite fédérer de la mauvaise manière, on est d'accord, mais Ils veulent fédérer quoi? Ils ne roulent que pour leur avantage. Ils ne roulent que pour leur camp. Tout le reste, ce sont des petites merdes qu'ils méprisent. Ils veulent fédérer quoi, le GM? peut-être qu'à l'origine, ces J'ai pas trop compris le... premières intentions Non, il n'y a pas de peut-être qu'à l'origine. Non, ce sont des merdes, ce sont des enculés qu'il faut... il faut mettre un terme à leur carrière de toute urgence. étaient bonnes. Peut-être que Im-sama, Non, mais quand t'as des esclaves et que tu commets des exactions par pur plaisir, Pour ton la but paix, ne peut pas être de avait fédérer. la volonté de fédérer, de rassembler les gens. On retrouve en plus toute cette analyse dans la forme que prend le monde de One Piece. Effectivement, le monde de One Piece a eu différentes formes selon les différentes montées des eaux. On peut imaginer que pendant le siècle oublié, avant qu'il y ait la guerre, il y avait un continent uni. Quel est le rôle des dés qui sont plutôt personnels? Quel est le rôle du clan d'Im-sama qui est plutôt dans une optique de rassembler à ce moment-là? Puis la carte Ils sont du dans monde une a optique évolué de avec la montée domination. des eaux, l'apparition des îles, la fragmentation finalement du territoire qui a poussé peut-être les dés à être encore plus individualistes. Hein. Ces géants antiques, ces dés, ces gens qui sont belliqueux, ces gens qui forcément ne veulent peut-être pas s'allier, et le clan d'Im-sama qui a pris le pouvoir mais dans un monde qui est morcelé. C'est terriblement intéressant de voir que les différentes idéologies qui s'opposent Non, peuvent aussi moi je pense, premier degré, que Vegapunk a raconté de la merde et que ça l'arrange bien. De dire on sait pas qui est le bien, qui est le mal, ça l'arrange bien. Mais tu peux pas. Ou alors qu'ils disent qu'il ne s'est pas intéressé à l'histoire. Qu'ils le disent. Moi, j'y crois pas une seconde. Faudrait peut-être pas exagérer, Vegapunk. Et quand bien même il aurait l'excuse du siècle oublié, quand bien même, en fait, il manque beaucoup d'infos. Mais tu regardes le monde actuel. Non, mais faudrait peut-être pas exagérer, Vegapunk. Arrête de... tirer leur force dans Non, ça l'arrange bien. la façon dont le monde est construit. Mais quand tu t'intéresses 2 minutes à Vegapunk, tu vois qu'il n'a fait que commettre... On est au-delà de l'erreur, là. Là, il est complice, Vegapunk. Il est complice. Chaque mort causée par les armes qu'il a données, au GM, il est complice, Vegapunk. Évidemment. Il est évidemment complice. Est-ce que ce sont des îles? Est-ce que ce sont des continents fragmentés? Est-ce que les populations... Parce que tu sais à qui tu donnes les armes. Tu sais qui est le GM, tu sais qu'ils ont... Au bout d'un moment, quand ils ont des esclaves qui tuent plein de gens, c'est pas des bons gars. Tu le sais, Vegapunk. Arrête d'exagérer. Les technologies nécessaires pour pouvoir naviguer et donc rencontrer les autres peuples. Pour l'instant, ça reste assez fouillis, mais si Eiichiro-Oda arrive à remettre l'intégralité des pièces dans le bon ordre, on risque d'avoir... Pour moi, les pièces sont dans le bon ordre et tout est bien, tout est beau. Et on a eu un magnifique chapitre. Et la fin de l'arc s'annonce légendaire. Des histoires les plus intéressantes, tout format confondu, devant nos yeux, entre deux idéologies qui sont différentes. Bon, écoutez, pic, j'ai bien aimé, j'ai bien mangé. Je me suis régalé.